Les Japonais ont des cérémonies et des rites qui ne ressemblent en rien à ceux des autres nations. Leurs pratiques dépassent notre entendement, et l'on peut dire à juste titre que le Japon est l'inverse de l'Europe. Pour les premiers occidentaux à aborder ces côtes, le Japon est un monde mystérieux. La légendaire île de Cipangu que Marco Polo n'avait connue que par récits interposés. Le pays de cocagne que Christophe Colomb avait tenté de rallier. Quand les Européens arrivent au Japon en 1543, ils trouvent un pays empêtré dans la guerre civile. Un guerrier samouraï va émerger de ce chaos et instaurer un régime qui durera plus de 250 ans. Des témoins occidentaux et japonais ont relaté par écrit cette période de changement. Leurs récits dépeignent un fleurissement culturel, des rituels poétiques et d'ardentes luttes de pouvoir. Ils composent une saga qui verra le Japon s'ouvrir au commerce avec l'Europe avant de fermer ses portes à l'Occident. Ce sont les mémoires d'un empire secret. Au 25e jour du 8e mois de l'année de l'eau et du lièvre, un grand vaisseau apparut sur notre côte ouest. Personne ne savait d'où il venait. Comme en témoigne le récit d'un moine bouddhiste, des samouraïs sont dépêchés pour prévenir leur maître. Ces bateaux abritent des hommes différents de tout ce que les Japonais connaissent. Un seigneur de la guerre locale, un daimyo comme on le nomme au Japon, convoque ces étrangers, les premiers Européens à avoir posé le pied sur les rives du Japon. Nous sommes en l'an 1543. Quand ces marchands portugais arrivent, le daimyo est intrigué par leurs armes étranges et inconnues. Les Japonais aimaient les choses originales, les nouveautés, et ils étaient très intéressés par les Européens. Après avoir vu un Portugais abattre un canard, le daimyo achète 2 arquebuses et ordonne à son fabricant de sabres d'en faire des copies. Puis, il demande des leçons de tir. L'arrivée de ces Européens, de leurs armes et de leur religion aura des conséquences imprévisibles. La même année, dans une famille de daimyo, un garçon voit le jour. Il deviendra célèbre sous le nom de Tokugawa Ieyasu et changera le destin du Japon à tout jamais. Issu de l'élite de la classe des samouraïs, le garçon est l'héritier d'un monde de tradition. Un royaume féodal dominé par les samouraïs, des guerriers qui tiennent leur légitimité de leur naissance et de leur sabre. Fils d'un seigneur daimyo, Ieyasu doit rapidement abandonner ses jeux d'enfant pour les réalités de la politique et de la guerre.
Alors qu'Ieyasu est encore tout jeune, le daimyo régnant demande à son père de lui envoyer le jeune garçon en otage, afin de s'assurer que ses ordres seront suivis à la lettre. Quand des enfants étaient pris en otage, cela ne signifiait pas qu'ils étaient prisonniers. Cela faisait partie des négociations visant à constituer des alliances. Personne ne faisait confiance à personne. Et les otages fournissaient une garantie. Otage, le jeune garçon voyage comme il convient à quelqu'un de son rang. Il ignore l'ampleur du destin qui l'attend, tout comme il ignore qu'il ne reverra jamais son père. Il grandira en tant qu'otage, captif du tumulte de la guerre civile. Tout le Japon était en guerre. Les trahisons étaient monnaie courante et chacun se méfiait de son voisin. On se liguait avec une faction avant de la quitter pour une autre lorsque le vent tournait. João Rodrigues, témoin oculaire de cette période agitée, est l'un des premiers Portugais à avoir débarqué au Japon. Il a voyagé comme mousse à l'âge de 15 ans, avant de devenir missionnaire jésuite. Tandis que les marchands portugais traversent les océans à la recherche de nouveaux ports où commercer, des missionnaires jésuites les accompagnent, à la recherche d'âmes à sauver. Les jésuites sont jeunes, dévoués et prêts à braver les rigueurs d'un périlleux voyage de 2 ans pour rejoindre ce pays qu'ils jugent mûr pour la conversion. Ils envoient en Europe de fascinantes descriptions de ce monde étrange. Tout est si différent qu'il ne nous ressemble presque en rien. Cela semblerait normal s'ils étaient comme tous les peuples barbares. Mais ce qui me stupéfie, c'est qu'ils se conduisent en êtres prudents et cultivés en toute situation. Voilà une chose que jamais je n'aurais osé affirmer si je n'avais pas vécu aussi longtemps parmi eux. Aux yeux des missionnaires, les Japonais formaient une race remarquable. Leur culture était si développée que les rapports envoyés en Europe par les missionnaires s'étendaient longuement sur la culture qu'ils avaient découverte, sur la langue japonaise et sur ce système politique dénué de toute influence chrétienne ou européenne. C'est un fait qui mérite d'être souligné car pour la première fois, les Européens abordaient des Asiatiques sur un plan d'égalité et non pas comme des conquérants vis-à-vis d'un peuple assujetti. Leur écriture est différente de la nôtre. Ils écrivent depuis le haut de la page vers le bas. J'ai demandé à un Japonais pourquoi il n'écrivait pas comme nous. En guise de réponse, il m'a demandé pourquoi nous n'écrivions pas comme eux. Puis il m'a expliqué que comme la tête d'un homme est en haut et ses pieds en bas, un homme devrait également écrire du haut vers le bas. Au fil des 30 ans qu'il passera au Japon, João Rodrigues acquérera une telle maîtrise du japonais qu'il restera connu sous le nom de Rodrigues l'interprète. Ses activités lui permettent d'observer toutes les couches de la société, des plus grands seigneurs de la guerre aux plus humbles fermiers. Dans tout le royaume, les individus de toute classe, qu'ils soient nobles ou roturiers, se servent d'éventails. Quand l'un d'eux a besoin de se souvenir de quelque chose, de caractère professionnel ou autre, il l'écrit sur son éventail. Ils les ont sans arrêt à la main et les ouvrent, les consultent et les referment. Personne ne sortirait dans la rue sans son éventail.
Joao Rodrigues explique que les Japonais observent les Européens avec une fascination égale. Nos nez imposants, nos barbes épaisses et nos cheveux blonds ou roux les intriguent au plus haut point et leur apparaissent comme autant de défauts. Il les appelait les barbares du Sud, ce qui est un terme peu flatteur. Leur façon de se comporter à table était très différente. Les Japonais étaient raffinés, mangeaient avec des baguettes, tandis qu'à l'époque, le plus souvent, les Européens mangeaient simplement avec un couteau et leurs doigts. De plus, la plupart des Japonais prenaient un bain quotidien, alors que les Européens pouvaient rester des mois sans en prendre. Dans une certaine mesure, on peut dire qu'ils méritaient cette appellation de barbares. Malgré le regard porté sur eux, les missionnaires sont déterminés à rester au Japon. Notre unique désir était de prêcher et de promulguer la loi du Seigneur. Et même s'il n'y avait eu qu'un Japonais christianisé dans tout le pays, n'importe quel missionnaire aurait passé sa vie ici, pour le bien de cette seule personne. Ces hommes étaient extrêmement zélés, et les conditions étaient assez favorables à la conversion au christianisme. Quand vous avez des bains de sang, des révolutions, des guerres, un grand nombre de morts, les gens ont naturellement tendance à s'intéresser à la vie après la mort. En un peu plus de 50 ans, ces missionnaires établissent plus de 200 églises catholiques, principalement dans le sud du Japon, et convertissent environ 250 000 Japonais. Quand un seigneur japonais changeait de religion, ses sujets étaient mis sous pression, car il jouissait du droit de vie et de mort sur eux. Ainsi, en assez peu de temps, on a assisté à des conversions de masse. Mais il y avait parfois un autre facteur derrière les conversions de ces seigneurs. Ils pouvaient avoir des visées commerciales. Là où il y avait des missionnaires, il y avait des marchands portugais. Et ces marchands offraient des perspectives très alléchantes pour les Japonais. Commerce et religion sont inextricablement liés. Et pendant que certains Japonais engrangent les profits, d'autres s'inquiètent de cette évolution qui menace leur pouvoir. Marchands ou missionnaires, ces premiers voyageurs venus d'Europe ont ouvert une brèche aux conséquences insoupçonnées. Endurer les rigueurs d'entraînements interminables, garder les idées claires face au danger, aborder la mort avec détachement, tel est l'art du kendo, la voie du sabre. Des maîtres sabreurs apprennent aux jeunes samouraïs le combat, le code d'honneur du samouraï et ses traditions. Bien qu'il soit otage, c'est là l'éducation que le jeune Ieyasu va recevoir. Quand les otages étaient issus d'une certaine classe, ils étaient généralement traités très cordialement et recevaient une éducation identique à celle qu'ils auraient eue chez eux. Il a très certainement reçu une éducation stoïque et spartiate axée sur les techniques militaires, les arts martiaux et les classiques chinois et japonais. La vie d'Ieyasu a été décrite comme une vie de patience et de modération. Le jeune otage va apprendre ce qu'être un samouraï signifie.